Il existe des périodes où l'on commence à percevoir un déplacement intérieur très discret, presque imperceptible, mais suffisamment profond pour modifier la manière dont on regarde ses relations. C'est pas une rupture nette ni une crise soudaine, mais une transformation lente qui se glisse dans les gestes quotidiens. On remarque que certaines conversations deviennent mécaniques, que des présences autrefois familières s'estompent, que les liens censés réconforter laissent un goût étrange de distance. Ce changement suscite d'abord une forme de surprise silencieuse, comme si quelque chose en soi se décalait d'un millimètre, pourtant assez pour brouiller les repères affectifs. On se demande alors pourquoi certaines connexions, jadis naturelles, semblent perdre leur vitalité et pourquoi la solitude prend progressivement plus de place que prévu. Ce phénomène ne vient pas d'un manque soudain de sociabilité ou d'une incapacité à créer des liens, mais d'un réajustement interne beaucoup plus subtil, souvent ignoré jusqu'à ce qu'il devienne impossible à éviter. Peu à peu, on réalise que c'est pas tant le monde extérieur qui change, mais la façon dont on veut habiter ces relations. La recherche d'intensité laisse place à un besoin de sincérité et les interactions qui se fondent uniquement sur l'habitude commencent à se fissurer. Il ne s'agit pas d'un rejet ni d'une froideur nouvelle, mais d'un épuisement profond face aux échanges qui ne nourrissent plus rien. Ce sentiment surprend car il met en lumière une vérité que beaucoup préfèrent ne pas regarder. Une grande partie des liens que l'on maintient repose davantage sur la peur de se retrouver seul que sur un désir réel de partage. Quand cette peur s'affaiblit, ces liens se relâchent naturellement, sans drame ni confrontation, comme si chaque personne retrouvait la place qui lui correspond vraiment. Ce que peu de gens comprennent, c'est que le manque d'amis ne révèle pas d'abord une absence extérieure, mais une transformation intérieure. Ce vide apparent n'est pas toujours un signe de carence sociale. Il indique souvent que certaines parts de soi ne tolèrent plus les relations de façade. Lorsqu'on cesse de combler les silences par nécessité, la dynamique se réorganise d'elle-même. Ceux qui étaient là pour fuir leur propre bruit ne trouvent plus d'écho, et ceux qui restent sans forcer ouvrent un espace où la qualité prend enfin le dessus sur la quantité. Cette prise de conscience peut être déstabilisante parce qu'elle oblige à regarder en face ce que l'on attend réellement d'un lien humain, au-delà de l'idée rassurante d'être entouré. Pourtant, c'est à cet endroit précis que commence un type de relation plus authentique, où l'on n'a plus besoin de masquer ces zones fragiles pour conserver une apparence de proximité. Au fil du temps, on commence à percevoir que cette réorganisation silencieuse ne touche pas seulement la manière de se lier aux autres, mais aussi la façon dont on se positionne face à soi-même. L'absence de certaines personnes, loin d'être une catastrophe, dévoile souvent une part de vérité que l'on ne voulait pas voir. On comprend que plusieurs relations autrefois essentielles étaient en réalité construites sur des besoins anciens, parfois même sur des blessures que l'on n'avait jamais interrogées. Ces liens fonctionnaient comme des appuis émotionnels temporaires, utiles à un moment, mais incapables de continuer à exister lorsque la conscience intérieure évolue. Ce constat peut paraître rugueux, mais il ouvre une lucidité nouvelle. Être entouré ne signifie pas être compris, et être seul ne signifie pas être abandonné. Cette distinction change tout, car elle permet d'aborder la solitude non plus comme un manque, mais comme un espace où quelque chose de plus intime peut émerger. Lorsqu'on cesse de courir après chaque interaction pour ne pas se retrouver face à ses propres silences, on découvre un territoire intérieur longtemps négligé. Au début, ce calme peut déconcerter car il révèle des émotions enfouies, des attentes jamais formulées, des blessures mises entre parenthèses pour préserver des équilibres fragiles. Pourtant, c'est précisément dans cet espace nu que l'on commence à comprendre pourquoi certains liens ne pouvaient plus survivre. La profondeur demande du soin et les relations basées sur l'évitement ou la distraction ne tiennent pas lorsqu'on décide d'être honnête avec soi-même.
Ce processus n'a rien de spectaculaire. Il se manifeste dans des gestes simples, dans des refus silencieux, dans une fatigue étrange face à ce qui, avant, semblait normal. On ne cherche plus à impressionner, convaincre ou retenir. On cherche seulement à respirer sans se trahir. Ce changement intérieur, souvent interprété à tort comme un isolement ou un repli, est en réalité un signe de maturité affective. Il marque le passage d'un mode de relation où l'on se répand pour être accepté à une présence plus stable, où l'on choisit ce qui fait sens. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ce tri naturel n'est pas un acte de rupture, mais de respect. Respecter son énergie, son rythme, ses besoins. Respecter aussi les autres en ne les forçant pas à jouer un rôle qu'ils ne peuvent plus tenir. La distance qui apparaît n'est pas un jugement, mais la conséquence logique d'un réalignement intérieur. Et quand on accepte cela, la solitude cesse d'être un verdict et devient une étape nécessaire pour que les relations futures puissent reposer sur la vérité plutôt que sur la peur. Au fur et à mesure que l'on avance dans cette évolution intérieure, on remarque que certaines interactions autrefois faciles deviennent étonnamment lourdes. Ce n'est pas que les personnes aient changé soudainement, mais plutôt que la sensibilité s'est affinée. On perçoit plus clairement les conversations qui tournent en rond, les échanges qui reposent sur des habitudes vides et les relations qui exigent davantage d'énergie qu'elles n'en apportent. Ce phénomène crée un contraste saisissant. Ce qui semblait normal hier paraît aujourd'hui décalé, presque étranger. Cette impression ne vient pas d'un jugement, mais du simple fait que l'espace intérieur ne tolère plus les incohérences que l'on acceptait sans réfléchir. On ressent alors un décalage silencieux, une sorte de distance naturelle qui s'installe sans effort, comme si quelque chose en soi refusait de continuer à fonctionner par automatisme. Cette distance révèle une question fondamentale que beaucoup évitent. Pourquoi chercher à maintenir des liens qui ne correspondent plus à l'état intérieur actuel? La réponse n'est pas simple. Une partie de soi veut protéger l'histoire partagée, les souvenirs, ce que ces personnes ont représenté. Une autre partie plus lucide reconnaît que la fidélité à ces anciennes versions de soi empêche d'avancer. Cela crée une tension éthique, presque physique. On ressent le poids de conserver des relations qui ne vivent plus que par inertie, et ce poids se manifeste sous forme d'irritation, de fatigue ou de confusion. Ces signaux ne sont pas des accusations, mais des indicateurs qui montrent que l'on dépasse les limites de son authenticité. Continuer malgré eux revient à s'abandonner doucement, à laisser l'ancien soi dicter des choix que la personne actuelle n'approuve plus. C'est dans ce moment précis que beaucoup interprètent le manque d'amis comme une perte dramatique, alors qu'il s'agit plutôt d'un réajustement vital. Lorsque certains liens s'effacent, c'est pas forcément parce qu'ils manquent de valeur, mais parce qu'ils n'ont plus de correspondance avec la dynamique intérieure du présent. Voir les choses de cette manière apporte une forme de soulagement parce qu'on cesse de se culpabiliser pour des distances inévitables. On comprend que la croissance personnelle a un prix et que ce prix est parfois la transformation silencieuse des attaches que l'on croyait immuables. Accepter cela ouvre un espace plus large, un espace où les relations ne naissent plus d'un besoin de combler un vide, mais d'un désir sincère de partager ce que l'on est devenu. À mesure que la conscience s'éclaircit, on réalise que le silence qui s'installe lorsque certains liens s'éteignent n'est pas seulement une absence extérieure, mais une invitation à regarder ce qui demeure en soi. Ce silence n'est pas hostile. Il agit plutôt comme un miroir qui renvoie des aspects longtemps laissés de côté,
On découvre alors des zones que l'on avait contournées en s'entourant constamment, des besoins que l'on avait dilués dans l'agitation sociale, des fragilités que l'on avait maquillées par peur de les affronter. Cette révélation peut surprendre car elle montre que le manque d'amis ne reflète pas uniquement une réalité relationnelle, mais un dialogue intérieur interrompu depuis longtemps. Lorsqu'on cesse de se disperser dans des échanges qui ne nourrissent rien, la profondeur de ce dialogue reprend sa place. Dans cette phase, le calme peut sembler inhabituel, voire inconfortable, parce qu'il expose des émotions enfouies derrière des années de distraction. Pourtant, c'est dans cette exposition que se trouve une clé essentielle. On ne peut pas construire des relations authentiques tant que l'on n'a pas clarifié ce qui en soi cherche encore réassurance ou validation. La solitude devient alors un passage, non une destination. Elle ouvre un terrain où l'on peut observer avec honnêteté ce que l'on projette sur les autres, ce que l'on attend inconsciemment d'eux et ce que l'on espère éviter en restant entouré. Cette lucidité apporte une forme de solidité intérieure parce qu'elle permet d'aborder les liens non plus comme des refuges mais comme des espaces d'échange équilibrés où chacun se présente avec sa propre autonomie. C'est dans ce contexte que l'on commence à voir la différence entre présence et simple occupation de l'espace. Certaines relations remplissaient les journées mais laissaient un vide étrange une fois terminées. D'autres n'occupaient que quelques minutes, mais avaient un effet profondément apaisant. Cette distinction devient extrêmement claire lorsque l'on cesse de se forcer à maintenir des dynamiques qui ne correspondent plus à ses besoins. On observe alors que plusieurs liens se relâchent d'eux-mêmes, sans conflit, parce qu'ils n'ont simplement plus d'ancrage dans la réalité actuelle. Ce détachement n'est pas un échec, c'est une respiration. Il permet au soi intérieur de reprendre de la place, de se recentrer, de retrouver une cohérence qui avait été étouffée par des habitudes relationnelles héritées de périodes révolues. À ce stade, une transformation subtile s'installe, on commence à sentir que certaines habitudes affectives ne correspondent plus du tout à ce que l'on devient. C'est pas une décision volontaire ni un rejet brutal, c'est plutôt une prise de conscience organique. On réalise que quelques relations maintenues par loyauté ou inertie ne dialoguent plus avec l'identité présente. Les conversations autrefois légères deviennent lourdes, les rencontres se remplissent d'un silence étrange, comme si chacun continuait à jouer un rôle que personne ne reconnaît vraiment. Cette sensation n'est pas un signe de désintérêt, mais une preuve que l'évolution intérieure ne peut plus être ignorée. Le corps, bien avant l'esprit, signale que quelque chose n'est plus juste, que la dynamique ne reflète plus la personne que l'on est en train de devenir. C'est alors que se manifeste un dilemme subtil, rester par attachement à l'histoire ou s'éloigner par fidélité au présent. Cette tension n'est visible pour personne, mais elle se ressent intensément. Elle apparaît dans la fatigue après certains échanges, dans l'impression de devoir se justifier pour être simplement soi, dans le malaise diffus qui accompagne les relations où la réciprocité émotionnelle a disparu. Ces signaux constituent une boussole silencieuse qui indique que persister dans ses attaches revient à se sacrifier à petit feu. La volonté de protéger les autres ne peut pas continuer à primer sur la nécessité de préserver son intégrité intérieure. Accepter cela demande du courage, car cela revient à reconnaître que certaines connexions n'existent plus que dans le souvenir de ce qu'elles furent. Lorsqu'on parvient à accueillir cette réalité sans résistance, une forme de clarté apparaît. On comprend que se détacher ne signifie pas effacer le passé, mais reconnaître que chaque relation a sa temporalité. Certaines nous accompagnent longtemps, d'autres n'existent que pour éclairer un moment précis de notre parcours. Cette compréhension apaise parce qu'elle montre que la distance n'est pas toujours le signe d'une rupture, mais parfois le signe d'une maturation affective. En laissant aller ce qui ne correspond plus à notre rythme intérieur, on libère un espace précieux, c'est pas un vide, mais une zone où quelque chose de plus vrai pourra se déposer avec le temps.
La transition peut susciter de la nostalgie, mais il s'agit d'une nostalgie douce, celle qui remercie sans retenir, celle qui permet d'avancer avec légèreté plutôt qu'avec culpabilité. À partir du moment où l'on cesse de retenir des liens qui ne trouvent plus leur place, une sensation inattendue émerge. Ce n'est pas une euphorie ni un soulagement brutal, mais un mélange subtil de liberté et de désorientation. Le silence, autrefois redouté, commence à se transformer. Il perd son aspect menaçant et devient un espace plus respirable, presque accueillant. On remarque alors que les gestes automatiques reviennent par réflexe, vérifier son téléphone, relancer une conversation ancienne, chercher un signe d'attention. Ces impulsions ne naissent pas d'un réel désir, mais d'habitudes émotionnelles profondément ancrées. Les reconnaître sans y céder marque une étape importante, car cela signifie que l'on commence à distinguer le besoin véritable de la simple habitude de combler des vides. Cette distinction ouvre une porte vers une compréhension plus fine du manque apparent d'amis. On réalise que cette absence ne correspond pas à un déficit relationnel, mais à un changement radical dans la manière de se relier. Durant des années, beaucoup de liens servaient à détourner l'attention de zones intérieures fragiles. On cherchait du mouvement, du bruit, des échanges rapides pour éviter ce qui, en soi, demandait à être écouté. Quand ces stratégies tombent, ce qui était enfoui remonte, des peurs anciennes, des émotions suspendues, des attentes que l'on avait confiées aux autres sans même s'en rendre compte. Cette remontée n'est pas confortable, mais elle est essentielle. Elle permet de comprendre comment certaines relations tenaient davantage du refuge émotionnel que du véritable partage. Dans cette phase, on découvre une forme de courage que l'on n'avait jamais vraiment constaté. C'est pas un courage spectaculaire, mais une solidité tranquille qui se manifeste dans la capacité de rester avec soi-même sans chercher immédiatement une présence extérieure. Cette stabilité nouvelle change la manière d'observer les liens. On ne tolère plus ceux qui épuisent, on reconnaît ceux qui élèvent et on repère instinctivement les dynamiques qui obligent à jouer un rôle qui ne correspond plus. Ce regard plus clair ne rend pas les relations plus nombreuses, mais il en augmente la qualité. On cesse de confondre l'attention avec l'affection, la validation avec la connexion, la présence physique avec la réelle proximité émotionnelle. Cette lucidité peut surprendre l'entourage, mais elle n'a rien d'une fermeture, elle est simplement l'expression d'un rapport plus sain à soi-même. À ce moment du parcours, quelque chose de particulier commence à se produire dans la manière dont on perçoit l'attachement. On ne cherche plus à s'accrocher à tout prix, ni à sauver des liens qui ne répondent plus à la réalité du présent. Au lieu de cela, on développe une capacité nouvelle à reconnaître ce qui appartient encore à l'histoire actuelle et ce qui relève simplement d'un chapitre clos. Cette compréhension ne vient pas d'une froideur soudaine, mais d'une maturité affective qui se renforce pas à pas. On prend conscience que donner son temps, son énergie et son attention par peur de perdre quelqu'un revient à se perdre soi-même. Cette réalisation change profondément la manière d'être en relation car elle invite à agir depuis la cohérence plutôt que depuis l'appréhension. Cette cohérence intérieure devient progressivement un filtre naturel. Elle n'a rien d'un jugement, mais elle attire ce qui résonne et éloigne ce qui n'a plus de sens. On apprend à poser des limites sans agressivité, simplement en respectant ce qui préserve la tranquillité intérieure. On comprend aussi que certaines réactions autour de soi, surprise, incompréhension, distance, ne sont pas des signaux d'erreur, mais des indicateurs que l'on modifie une dynamique ancrée depuis longtemps. Ceux qui comptaient sur une disponibilité permanente peuvent avoir du mal à accepter ce changement, non par malveillance, mais parce que cela les confronte à leurs propres habitudes relationnelles. Cette transition peut être délicate, mais elle confirme que l'on avance vers une forme de présence plus juste, plus stable, moins dictée par la peur de décevoir.
Au fur et à mesure que cette transformation s'installe, une vérité simple mais souvent ignorée apparaît. Choisir sa paix intérieure n'a rien d'un geste égoïste, c'est un acte de responsabilité émotionnelle. Cela ne signifie pas se couper du monde, mais arrêter de se disperser dans des relations qui coûtent plus qu'elles n'apportent. Ce choix change radicalement la manière dont on perçoit le manque d'amis. Ce qui pouvait être interprété comme un vide devient un espace préservé, une zone où l'on peut respirer sans masquer ses besoins ou ses faiblesses. Dans cette tranquillité, on découvre que la solitude n'est pas une punition, mais un terrain de reconstruction silencieuse. Elle permet de réapprendre à se soutenir soi-même, à reconnaître ses propres ressources, à se sentir suffisamment solide pour ne plus chercher chez les autres ce que l'on peut enfin se donner. Avec le temps, cette manière plus stable d'habiter sa propre présence transforme aussi la façon dont on regarde le passé. Les étapes, autrefois confuses, prennent un sens nouveau, comme si chaque distance, chaque silence, chaque relation éphémère révélait un fragment du chemin intérieur. On comprend pourquoi certains liens se sont dissous sans explication, pourquoi d'autres ont persisté malgré leur fragilité, et pourquoi il fut parfois si difficile de quitter des dynamiques qui ne correspondaient déjà plus à ce que l'on était. Cette lucidité ne suscite ni reproche ni regret, elle permet simplement d'observer l'histoire personnelle avec plus de douceur. On voit que les relations qui se sont éloignées n'étaient pas des pertes injustes, mais des transitions nécessaires pour que s'installe un rapport plus sincère à soi-même. À ce stade du processus, il arrive que l'on ressente un léger décalage entre l'ancien et le nouveau. Les lieux familiers semblent parfois trop étroits, les conversations habituelles perdent de leur profondeur et les comportements qui faisaient partie du quotidien paraissent soudain artificiels. Cette impression n'est pas un signe d'arrogance ou de détachement, elle marque simplement la fin d'une peau émotionnelle trop serrée. On n'appartient plus tout à fait à ce que l'on a laissé derrière soi, mais on n'a pas encore pleinement trouvé les repères du présent. Cette période de transition peut donner envie de revenir vers des liens anciens, de combler le vide temporaire par des repères connus. Pourtant, ces retours ne durent jamais longtemps, car le corps reconnaît immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un véritable besoin, mais d'une tentative de freiner un changement inévitable. En acceptant cette étape sans chercher de raccourci, on découvre une stabilité nouvelle. Elle ne vient pas d'une certitude absolue, mais d'une confiance tranquille dans ce que l'on devient. On n'a plus besoin de remplir chaque silence, ni de s'accrocher à des présences qui ne résonnent plus. On laisse le temps faire son travail. Ce relâchement intérieur modifie profondément la manière d'accueillir les liens. Ceux qui arrivent ne sont plus choisis pour apaiser des angoisses ou remplir des journées, mais parce qu'ils trouvent un écho dans la version actuelle de soi-même. Leur présence n'est pas exigée, elle est accueillie. Leur absence n'est pas un drame, elle est comprise. Cette liberté